Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 novembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage, Dieu est avec celui qui ne s'en fait pas, de Michel Crépu, mais un petit mot d'abord. Et qu'est-ce qui m'a motivé à vous lire ce passage-là précisément? Hier matin, j'ai reçu la visite d'un intellectuel, professeur d'université, que j'estime infiniment tant pour ses qualités intellectuelles que ses qualités humaines. J'oserais presque dire un grand homme, n'est-ce pas? Quand on pousse si loin l'amour de la connaissance, doublé de l'amour des êtres humains, avec une immense curiosité. Il me disait regarder assez souvent mes vidéos et être parfois en désaccord avec le choix de mes lectures. En particulier celle de Philippe Solers et de ce qu'il a appelé son épigone, François Méronis. Je dois ici vous admettre que sa charge fut particulièrement virulente. Il disait de Solers qu'il était tout simplement un imposteur et qu'une fois le système Solers mis à plat, c'est-à-dire après le décès de Philippe Solers, il ne resterait absolument rien de son œuvre. Il en était ainsi pour François Méronis. Une vraie charge, passionnée, furieuse. Je ne me prononcerai pas ici sur la justesse de son analyse qui n'était quand même pas dénuée d'affect. Parce que toutes les vidéos que je mets, eh ben, forcément, ce sont des lectures qui me plaisent. Je ne lis jamais de livres qui me déplaisent. Jamais. Tout de suite, je sais, dès la première ligne, dès la première page, ou en picorant ici et là dans le texte, si cet ouvrage-là s'adresse à moi. Alors, je dois vous admettre que j'ai défendu assez mollement Philippe Solers et François Méronis. Alors, ce qui m'expliquait aussi, c'est que moi, de mon lointain Canada, je saisis mal sans doute les enjeux sociologiques, les querelles de chapelle, les, les stratégies obliques à la Bourdieu. Je ne suis pas si naïf. Mais étant un homme hors institution, qui n'a pas à frayer avec les codes d'inclusion ou d'exclusion, je suis libre dans mes choix. Je suis libre dans mes choix de lecture. Et l'arrière-plan idéologique me laisse plutôt froid. Et je pense également que cet arrière-plan idéologique, lui non plus, n'est pas dénué d'affect. Car j'ai pu l'observer à l'envi, les universitaires, les bons, ce sont des gens très passionnés, extrêmement passionnés. Ce sont des caractères de feu. Ils fonctionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'émotion. Je serais étonné de m'entendre dire ça ici, mais ils se sont des êtres passionnés. On ne peut pas étudier sans arrêt, sans être animé par un feu. Parfois, leurs analyses s'appuient sur des raisonnements logiques, mais il faudrait voir ce qu'il y a derrière. Alors, je l'admets, je m'en confesse, j'ai défendu très mollement Philippe Solers et François Méronis. Hier, j'ai posté un texte où un auteur québécois fait l'apologie de Marc-Édouard Nab. Lettre que Marc-Édouard Nab a publiée dans son journal intime, le tome 4 de son journal intime. La lettre elle était très bonne de cet auteur québécois. Évidemment, Marc-Édouard Nab aussi est rempli d'ennemis. Un bon lecteur idéologique ne lirait pas en 3 jours François Méronis
et Marc-Édouard Nab, qui sont des ennemis irréconciliables. Mais même si je suis loin dans ma cabane au Canada, je sais tout cela. Et je connais toutes les querelles de chapelle qui existent. Cet autre ami qui se reconnaîtra, avec qui nous avons eu une brève conversation dans les toilettes, c'est pas mal, là, dans les toilettes du Salon du Livre de Montréal, qui organise à tous les mois des lectures de poésie, me disait parfois combien il était difficile de réconcilier certaines personnes qui refusaient d'aller lire leurs textes en présence de d'autres auteurs ennemis aussi. Mais parfois, ces choses-là ne sont pas intéressantes. Je maintiens ici dans ma vidéo que l'œuvre de Solers est très intéressante. Également celle de Méronis et également celle de Marc-Édouard Nab. Et on peut aimer ces auteurs-là en ne se préoccupant pas de l'arrière-plan bourdieusien, je dirais. Alors, ce prof d'université, je pense malgré tout conserver son estime, et c'est réciproque. Hier, en fin de journée, dans un autre lieu que ma librairie, j'ai rencontré un autre prof d'université. Lui aussi un prof de très haut niveau, de très haute volée. Et je lui demandais ce qu'il pensait de Philippe Solers. Eh bien, lui, c'est le contraire. Il en pensait le plus grand bien. Et j'ai demandé à ce prof d'université ce qu'il pensait de cet autre prof d'université, qui lui enseigne dans une institution américaine. Il en pensait le plus grand bien également. Alors, voyez où nous en sommes. Deux esprits extrêmement brillants, extrêmement cultivés. Ces deux profs d'université ne font pas la même analyse sur le travail de Philippe Solers. Moi, de toute façon, mon lit est fait, vous le savez, j'en ai lu des passages, donc j'aime ça. Alors, ça nous ramène à toute cette question-là, fondamentale, des lectures idéologiques. Je ne sais pas à quel moment de ma vie j'ai cessé d'être un lecteur idéologique. Peut-être parce que je me place du point de vue de la bibliothèque. Je vais vous donner un autre exemple de ces ravages que font les lecteurs idéologiques. Deux exemples faciles à comprendre. Camus, Sartre. Le dernier livre, ou un des derniers livres de Michel Onfray sur Camus, je l'ai parcouru, je ne l'ai pas encore lu, je dois l'avouer. Mais je crois comprendre qu'Onfray s'arrête davantage au point divergent entre les deux pensées. C'est oublier ou c'est faire l'impasse que ces deux hommes-là se sont aimés, estimés, se sont fréquentés, ont lu les livres de l'un et de l'autre, les ont commentés, les ont encensés parfois. C'est oublier tous les points de convergence qui les unissaient. Alors régulièrement, à ma librairie, de jeunes lecteurs prennent parti pour l'un ou pour l'autre, souvent davantage pour Camus, sans connaître tout l'arrière-plan historique dans lequel les deux hommes gravitaient et tous les débats politiques qui pouvaient les diviser les uns et les autres. Alors, il y avait toujours cette lecture manichéenne, les bons et les mauvais, ceux qui pensent comme moi, ceux qui pensent pas comme moi. Mais le lecteur dans sa bibliothèque, le lecteur borghésien, ici on comprendra ce que je veux dire, a une vue beaucoup plus en plongée. Et c'est son droit d'être ce lecteur omnipotent, omniprésent. Ce lecteur despote, finalement, cet Hannibal lecteur. Comprenez? Autre point que vous allez facilement comprendre et qui est parfois encore plus difficile à expliquer, l'opposition Jung et Freud. Pour Freud, l'être humain, l'esprit humain, son état naturel, son état normal, c'est la névrose. Pour Jung, on se guérit de ces névroses par une conversion religieuse. Conversion religieuse,
que refusait totalement Freud. Mais encore là, c'est oublier que les deux hommes ont participé à la même aventure, celle de la fondation de la psychanalyse, qu'ils ont lu et commenté avec intérêt les ouvrages de l'un et de l'autre. Et quand on va dans une librairie de spiritualité, on peut trouver tous les ouvrages de Jung. Par contre, on n'y trouvera aucun ouvrage de Freud. Et quand on va dans une librairie universitaire classique, on va trouver les ouvrages de Freud, mais on ne trouvera pas les ouvrages de Jung. C'est assez étonnant. Là, Et pour les Freudiens de stricte obédience, Jung n'était pas qu'un névrosé, il était un psychosé. Que la majeure partie de ses textes ont été écrits parce que Jung faisait une sacrée psychose, que son délire religieux relevait de la pensée magique et de la psychose régressive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je place les deux dans la même section, dans la section psychanalyse. Et la fameuse correspondance publiée chez Gallimard entre Freud et Jung, on la classe où? N'est-ce pas? Encore là, c'est commode, ces exclusions-là mutuelles. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bizarre, là. Ça me paraît très important que les Freudiens, les Jung, et ça me paraît très important que les Jungiens aussi en savent davantage sur leur propre psyché avant de s'embarquer dans des aventures surnaturelles. Michel Crépu, voilà, on en arrive à Michel Crépu. Dans son récit autobiographique, Dieu est avec celui qui ne s'en fait pas. Michel Crépu a un parcours absolument incroyable, dans un milieu très, très modeste. Il est devenu un auteur important et que j'apprécie beaucoup. Michel Crépu, un autodidacte, dit ici, et hier, en revenant la journée de travail, j'avais dans mon sac ce livre. Tenez, j'ai oublié de vous le montrer à l'écran. Je vous le montre. Dieu est avec celui qui ne s'en fait pas. Michel Crépu. Alors, Michel Crépu dirige les pages littéraires et dirigeait les pages littéraires du quotidien La Croix, l'événement, après avoir collaboré au comité de rédaction de la revue Esprit et publié plusieurs ouvrages aux éditions Autrement, un essai sur l'admiration en 1990. Il est également l'auteur d'un essai sur Charles Dubos. Charles Dubos qui, lui, avait une perspective de lecteur panoramique, je dirais, dégagé des contingences idéologiques bourdieusiennes, pour me répéter. Alors, ce qu'il dit ici, justement, il parle de la fondation de la collection de livres de poche. Puis ça résume un peu ma pensée là-dessus. J'ai été étonné hier c'est la deuxième fois que je relis cet ouvrage-là, Michel Crépu. J'étais étonné et content, d'une certaine façon, d'aller chercher des munitions pour le point de vue que je défends. Nous refusons d'être des lecteurs idéologiques. Nous refusons d'être des lecteurs qui excluent. Je peux comprendre que quand on est prof, on doit procéder par ces exclusions systématiques, qu'il y a un ordre hiérarchique des valeurs et de la pensée. Mais nous qui ne sommes que des lecteurs consentants, qui ne lisons que des choses qui nous plaisent, qui nous ravissent, qui nous transportent, qui nous apprennent également, nous échappons à ceci. Seulement voilà, il y a un moment où l'on ne peut plus accompagner les gens, parce qu'il n'y a plus de cadre assez fort pour les prendre en photo au même moment. Martin Dugard, venimeux dans son journal sur Duhamel, écrivait à ce dernier en 1937 « Nous sommes la poussière brillante qui constitue la queue des comètes. Oui, tous tant que nous sommes, nous utilisons les recettes inventées par nos grands devanciers créateurs. En l'an 2000,
ceux qui s'intéresseront encore aux œuvres passées liront Balzac et Tolstoï. Pas même Flaubert peut-être, par curiosité Stendhal. Et tout ce qui aura suivi et qui fait illusion aux contemporains sera tombé dans un trou noir entre la forme magistrale qu'aura prise le roman au 19e siècle et la forme nouvelle qu'on attend et qui n'est pas encore en vue. J'étais bien loin en 1964 ou 1965 de me demander si le notaire du Havre était dévalué ou pas, s'il s'agissait de la queue d'une comète ou du commencement d'une autre. Je m'en fichais. C'était l'avantage avec le livre de poche, une aimable indifférence à l'égard des hiérarchies et des nouveautés, indifférence à laquelle nous devons d'avoir échappé avant qu'elle ne nous rattrape et que nous ayons toutes les peines du monde à nous en débarrasser aux censures sottes que l'on s'inflige par pur conformisme. Là, au moins, l'on pouvait avoir une idée complète du paysage. Personne ne viendrait derrière notre dos faire le point sur nos lectures avec un casier judiciaire établi à notre nom. Chardonne, Dostoïevski, Blondin, Laclos, à la même enseigne. Quelle chance! Comme nous avons eu raison d'en profiter. Comme tout cela est curieusement devenu beaucoup plus difficile. Comme si la profusion était devenue inversement proportionnelle à l'étendue de nos possibilités, de notre disponibilité. Ben, les deux peuvent se valoir. Nous sommes arrivés à Duhamel en même temps que nous arrivions à Kafka, et tout s'est finalement très bien passé. Personne, autant que je m'en souvienne, ne m'avait spécialement recommandé Duhamel, et je me suis retrouvé en face de la métamorphose parce que le titre m'intriguait, rien de plus. Même, peut-être pas le titre, seulement la couverture, ce qui est encore pire. Ce livre de poche tel que nous l'avons connu, avec ses merveilleuses préfaces de Mauroy ou Morand, ses inqualifiables gouaches de couverture échappant à toutes les catégories répertoriées du kitsch, ce livre de poche aura donc été, au sens le plus précis et le plus plein du terme, ma première vraie initiation à la littérature. Au fond, il s'agissait d'une sorte de pléiade commune, qui savait très bien la différence qui existe entre Georges Duhamel et Franz Kafka, et n'en faisait pas une histoire. L'ordre alphabétique. On prend son ticket, on s'assoit là, et les lecteurs vont et viennent. La différence n'était pas de nature, seulement de génie créateur plus ou moins important. Duhamel est moins génial que Kafka, mais il a droit à un siège quand même. C'est un bon ouvrier qui annonce la couleur. S'il dit bleu, ce sera bleu. Et c'est déjà beaucoup de présenter au public ce qu'on lui a promis. En somme, il n'y avait pas tromperie comme maintenant, où l'on procure un faux passeport au dernier plumitif en le remerciant de bien vouloir continuer à être médiocre. Il était bon de goûter à la moyenne et au sublime. Cela affinait les sens, donnait une idée précise de ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire à écrire telle phrase plutôt que telle autre. On pouvait comparer, débroussailler, et puis zut à la fin. On était libre. Voilà ce que nous sommes. Des libres lecteurs. Voilà ce que nous resterons aussi. Refusons d'être des lecteurs idéologiques. On peut lire Camus. On peut lire Camus et Sartre. On peut lire Freud et Jung. On peut lire Philippe Solers et Nab. On peut lire Méronis et le prof d'université. Je sais que vous aimez quand je cite mes sources, mais mon petit côté journaliste, on va dire, m'empêche de vous révéler leur nom
car je ne leur ai pas demandé la permission avant de les citer dans ma vidéo d'aujourd'hui. Probité intellectuelle et élégance, n'est-ce pas? C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent? Ma chaîne, Bruno Lalonde, qui porte mon nom. Ma page Facebook que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aussi devenir un ami lisant en vous joignant à ma page, mais comme je le répète souvent, je suis un ami collant. Je suis un ami qui squatte le divan. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Profitez-en bien. Nous sommes vivants.